Je ne sais pas comment le présenter. En fait, on ne le présente plus. Michel Drucker. Michel, avec le temps, vous êtes toujours là. Avec le temps, le public a vieilli avec vous. On a tous vieilli avec vous, Michel. Et mais moi, j'ai vieilli toujours avec là, lui. hein, avec J'ai le vieilli public. avec Drucker. On est vieilli avec Drucker. 60 années de carrière, Michel. 62. 62. Et alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Parce que le titre du livre, c'est Avec le temps. Avec le temps, qu'est-ce qui se passe? On est comment? Avec le temps, on réfléchit. Avec le temps, on change. Mais est-ce qu'on change vraiment? Mais avec le temps, c'est Léo Ferré. Ouais. Avec le temps, tout s'en va. Moi, j'aurais tellement voulu que Léo se trompe et qu'avec le temps, tout ne s'en va pas. Encore que tout s'en va. Ouais. Tout s'en va. Mais quand on fait de la télé, il y a des images qui restent. Et puis il y a des écrits qui restent. Ouais. Et ce livre-là, c'est un livre très important pour moi. Il est magnifique, il est plein de souvenirs, il est plein d'anecdotes. C'est un peu la mémoire de nos propres vies, Michel. Votre vie, c'est la nôtre. Alors dans le livre, vous dites, Michel, j'aurais finalement aimé laisser l'image de quelqu'un qui a aimé les gens. Oui. Et de dire, oui, je les ai beaucoup aimés. Ils m'ont aimé en retour, mais je leur ai rendu. Oui, c'est vrai que ma rencontre avec le public a été un coup de foudre. Mais je l'avais déjà enfant, puisque comme je suis, vous l'avez vu, fils de médecin, qui soignait les gens, les vrais gens. Mon père soignait pas les chanteurs, hein. Donc moi j'ai grandi dans un univers de la province, avec des vraies valeurs. Et le hasard a voulu que je découvre ce paysage audiovisuel un peu par hasard. Mais c'est vrai que quand je suis rentré à la télé au moment des Jeux Olympiques de Tokyo en 64, un peu avant d'ailleurs, comment imaginer qu'on serait tous les deux face à face en 2025? C'est pas raisonnable. Oui, c'est vrai que, alors, il est beaucoup question de famille dans ce livre. Votre papa, Abraham Drucker, un jour, il lui dit, c'est le plus beau compliment qu'il m'ait fait, il a dit, mon fils, il est médecin de l'âme. Oui, parce que, en fait, mon père, ma mère avait déjà compris assez rapidement le rapport que j'avais avec les gens. Mon père était un peu volcanique, un peu difficile à vivre, nerveux. Il a eu un passé douloureux, comme tous ceux qui avaient connu les camps, etc. Mais c'est lorsque ces malades lui ont parlé de moi qu'il a réalisé que j'avais un rapport assez fort avec le vrai public. Oui. Et quand il rentrait à l'hôpital de Vire, où j'ai grandi en Basse-Normandie, sous-préfecture du Calvados, puis de Maupassant, le dimanche après-midi, il rentrait et il voyait une de ses clientes qui avait été opérée ou qu'il avait accouché quelques heures avant, et elle avait ma tête sur un magazine de télévision sur la table de nuit. Et elle disait, voyez docteur, votre fils, ouais. Il voulait être médecin, il n'a pas été médecin parce que c'était un cancre, mais il est mon médecin. Et c'est là où mon père a dit, il n'y a pas un médecin des âmes, parce qu'il disait, vous savez, les émissions de votre fils, eh bien, c'est un bon médicament. C'est vrai. Et c'est vrai. Et alors, c'est vrai qu'il vous ramenait, Michel, à la vérité des choses. Quand à un moment donné, le succès arrivant, l'argent arrivant, il vous disait, attention, mon fils, regarde combien gagne une infirmière. Reste sur terre. Moi, la première fois, je le répète beaucoup en ce moment, la première fois où je lui ai dit, alors que j'étais à la télévision depuis 30 ou 40 ans, c'était un soir de Champs-Élysées, que j'étais fatigué. Il m'a dit, t'es fatigué? Tu sais que moi, cette nuit, je suis sorti 3 fois quand j'étais de garde, pas de GPS, en pleine campagne, dans le brouillard, le bocage normand, pour soigner des gens. Et j'ai 65 ans, et t'es fatigué? T'es fatigué? Tu présentes des chanteurs, tout ça, qui n'ont pas grand intérêt, qui chantent en playback, et t'es fatigué? Alors, bon, j'ai plus jamais dit que j'étais fatigué, surtout qu'il m'a dit, tu sais, une infirmière, elle a le droit d'être fatiguée. Et j'ai beaucoup pensé à ça lorsque j'étais hospitalisé il n'y a pas longtemps pour des problèmes cardiaques. Il me disait, tu sais combien gagne une infirmière? Je n'ai plus jamais dit ce que je gagnais et j'ai plus jamais dit que j'étais fatigué. Ouais. Parce que dire ce qu'on gagne dans nos métiers, j'en parle dans le livre, ça peut être interprété comme de la prétention, comme ils se vantent. On n'est pas en Amérique, on est en France. Et être fatigué, on n'a pas le droit d'être fatigué, puisque notre métier, c'est une passion que nous partageons tous les deux. Oui. Et la passion, ça ne fatigue pas. Oui, c'est même une addiction, vous dites, Michel. Oui. J'ai 2 addictions, la télévision et le sport. Une addiction. Et puis les gens en général. Oui. Mais c'est vrai que
j'ai le goût des autres. Voilà, j'ai le goût des autres. Je l'avais très tôt. Je ne peux pas m'empêcher de parler aux gens, de poser des questions. J'ai l'impression que sur le plan intellectuel, sur le plan de la vivacité, plus je parle, plus je rencontre des gens, et moi je vieillis. Parce qu'on rencontre des gens formidables dans nos vies. Les chanteurs, les chanteurs on les connaît, mais quand on a fait ce métier depuis plus de 60 ans, je dirais pas que j'en ai fait le tour, mais à la troisième génération de chanteurs, la dernière génération est plus intelligente, encore, en tout cas plus lucide Ouais. que les précédents. C'est pas se laisser entraîner. Alors à un moment, il y a Berlusconi qui fait la 5. Il vous fait un pont d'or. Oui. Il veut vous acheter. Et vous, Michel, vous dites non, il y a mon frère, Jean, Non, Berlusconi, qui va diriger France 2. Voilà. Et au moment où Berlusconi veut me faire venir en Italie pour diriger sa chaîne, la Canale 5, la fameuse 5 qui a fermé un jour, c'est mal terminé. Il voulait absolument que je sois la vitrine de la 5, entre Milan et Paris. Et donc, il m'a fait venir, il m'a proposé un contrat surréaliste. Et je n'osais même pas dire à ma mère où j'étais ce jour-là, parce qu'avec ma mère, il ne fallait pas plaisanter avec ça. Et qu'est-ce que tu as fait ce week-end en Italie? Ben, je suis allé commenter un match de l'Inter de Milan, comme j'étais encore reporter sportif, même si j'avais pris du recul par manque de temps. Et là, je me souviens que c'était le dimanche soir, parce que le dimanche soir, c'était sacré. On dînait chez maman, voilà, avec mon frère Jean qui n'est plus là. C'est très important, le dîner du dimanche soir avec maman. Et voilà, et ce jour-là, j'étais en Italie. Je suis arrivé juste au début du dîner. Et elle m'a dit alors, oh, c'était bien, le match était bien, oui. Et Jean, mon frère Jean me dit, alors, ben voilà le contrat qu'il me propose. Et mon frère Jean regarde ça, il dit, mais t'es sûr qu'il y a les bons zéros? Il me dit, mais c'est colossal. C'est un truc américain, ça. Et il me pose la question, la seule qu'il fallait se poser, pour ce prix-là, tu vas faire quoi? Ouais. Et tu vas pas signer ça. Ben, en principe, c'est avec les avocats italiens, c'est la semaine prochaine, la signature du contrat. Il me dit, tu l'appelles, Berlusconi, c'est ma mère, pendant qu'elle était à la cuisine. Et puis tu lui dis que tu peux pas venir. Et tu lui diras que ton frère vient d'être nommé patron d'Antenne 2. Et comme il est italien et a le sens de la famille, il comprendra. Donc j'appelle Berlusconi, que je tutoyais déjà. Alors, Silvio, ça va pas le faire. Et lui, il pense que je vais faire monter les enchères. Et homme d'affaires, bon. Il me dit, mais c'est pas assez. Je dis, mais c'est pas le problème, Silvio. Je veux pas, je vais te dire pourquoi. T'es italien, t'as le sens de la famille. Les familles juives, c'est comme les familles italiennes. Hein. Bon. Et mon frère vient de nommer mon patron. J'avais arrêté Champs-Élysées pendant 6 mois pour me reposer. Et il avait besoin que je revienne. Donc je dis, voilà, c'est mon frère Jean. C'est comme une aventure incroyable, il va devenir mon patron. Et là, il me dit, mais il vaut combien ton frère? Il veut acheter. Voilà. Ouais. C'était la fin de l'aventure Berlusconi. Je l'ai revu plus tard, d'ailleurs. Bon, il n'est plus là, mais c'était un drôle de personnage qui connaissait bien la télé, d'ailleurs. Ouais. Mais c'était un musicien, un aventurier, un homme d'affaires, un politicien, un Italien, un séducteur, qui aimait les femmes, qui aimait l'argent, qui aimait la réussite. Un Italien, quoi. Ouais. Ouais. Sorti d'un film italien. Alors, tout le contraire, par exemple, tiens, si on parle de Jean-Jacques Goldman, dans le livre, vous dites, Michel, c'est vrai, nos familles respectives Oui. font que Jean-Jacques ait l'argent. Il gagne beaucoup d'argent, mais Jean-Jacques, il reste avec... voilà. Il raccordait les raquettes dans le magasin de sport de son papa. Et puis, donc, il est d'origine polonaise, on est un parcours assez similaire. Et surtout, il a été élevé, son père était résistant, ses parents c'était des gens admirables. Et Jean-Jacques, si vous connaissez bien le parcours de Jean-Jacques, il fallait surtout pas la ramener. Jean-Jacques Goldman, c'est le seul chanteur. Je l'ai connu à l'époque de Tai Fong, bien avant qu'il devienne célèbre. Et il était violoniste, enfin, choriste, enfin, c'était déjà un surdoué. Mais pas question de donner des signes extérieurs de réussite et de richesse. On n'en rajoute pas. On n'en rajoute pas. Jean-Jacques, c'était pas le genre à montrer sa réussite. Au contraire. Et j'ai pas du tout été étonné, d'ailleurs, quand il a décidé de s'arrêter. Ouais. Parce que ça lui ressemble.
Ouais. Et, une autre, c'est Céline Dion, Alors Céline, c'est autre chose. que vous, Michel, vous allez révéler à 14 ans. Mais Et- Céline n'aurait pas fait cette carrière sans Jean-Jacques Goldman. Hein. La passerelle, elle est faite. ouais. Un jour, vous voyez Céline dans un palace, elle est en train de passer l'aspirateur. C'est ça. Céline. Tout a été écrit sur Céline, mais il y a des choses qu'il faut savoir aussi, c'est que moi je suis allé à Charlemagne. Hein, je connais tout de la famille. Je suis allé à Charlemagne, cette petite maison dans la banlieue de Montréal. Toute petite maison, très modeste. Il n'y avait pas la place pour 14 enfants, je peux vous dire. Ils se débrouillaient comme ils pouvaient. Elle vient d'un milieu très, très modeste, mais où l'amour était très présent. Les grandes familles québécoises de 14 ou 15 enfants, où on chantait, on était heureux. Et on se réchauffait parce qu'il fait froid. Et c'est vrai que quand elle a commencé à réussir, c'était tellement fulgurant, c'est tellement énorme, tellement colossal comme réussite. On ne se rend pas compte. On se rend pas compte. C'est-à-dire que la petite, elle vient en France, elle fait Champs-Élysées avec nous, elle fait l'Eurovision, elle commence à se faire connaître à l'étranger, et ensuite, ça va être quelque chose d'historique. Et c'est vrai que lorsqu'elle est venue à Paris chanter l'hymne à l'amour à la Tour Eiffel, je dis maintenant que depuis qu'elle est passée, il y a 2 Tours Eiffel en France. Ouais. Et c'est vrai qu'elle était d'une modestie incroyable. Et c'est vrai, c'est la femme de chambre d'un palace qui me l'a raconté. Elle était déjà très très connue, mais elle avait du mal au début à voir qu'il y avait un room service, que les femmes de ménage venaient frapper, faisaient le ménage à plusieurs. Et elle dit, mais elle avait grandi en faisant elle-même le ménage. Et les premiers temps, elle faisait elle-même son lit. Et une femme de chambre d'un palace parisien me dit, vous savez, Michel, il faut que vous sachiez que votre amie Céline Dion m'a un jour surpris parce que je venais pour faire la chambre et le lit. Et je voyais qu'elle était occupée. De moi, je repasserai tout à l'heure. Et quand elle est repassée 1 heure après, tout était fait. Elle avait elle-même fait son lit, elle avait tout nettoyé. Parce que c'était impensable pour elle. Quand on passe de Cosette, j'exagère un peu, hein, qu'on vient du milieu des Misérables, ou presque, et qu'on devienne une des artistes les plus connues, les plus puissantes sur tous les plans artistiquement et financièrement du monde, vous imaginez le choc. Ouais. Le choc. Moi, quand je voyageais avec elle, il m'est arrivé de faire 2, 3 spectacles en Europe avec elle et avec René. Dans l'avion, qu'est-ce qu'elle a pu prendre d'avion dans sa vie? Elle se précipitait sur les magazines, les magazines de maison, les magazines de mode. Je me souviens, dès qu'il y avait un magazine spécialisé dans les ceintures, elle en commandait 100 ceintures, 100 chaussures. Et c'était très, très bouleversant. Mais tout, il y avait quelque chose qui lui plaisait, des verres en cristal, une argenterie. Dieu sait s'il y a des choses magnifiques. Quand on a les moyens de les acheter pour mettre sur la table, les vins, etc. Et elle découpait les pages. Je dis, mais René, dit, qu'est-ce que tu fais? C'est non, ça va. Elle découpait. Et un jour, je suis allé chez elle en vacances et j'ai revu sur la table tout ce qu'elle avait découpé dans l'avion. Les flûtes pour la champagne. C'était extrêmement émouvant. Si on peut entendre Tiens d'amour et d'amitié là, de Céline, parce que c'est la première chanson qu'elle a chantée dans Champs-Élysées. Oui, sa maman. 14 ans, elle arrive sur le plateau, et là, Michel, vous vous dites, et on le retrouve sur nos amis de l'INA, une chanteuse, n'oubliez pas son nom, retenez bien son nom. Je l'ai appelée. Oui. Céline Dion. Oui, elle chantait ça, écoutez. Ne mens pas quand il vient me chercher. Quand il vient me chercher, Il aime bien me parler des choses qu'il a vues, du chemin qu'il a fait. Et alors, c'est vrai, Céline. Déjà, hein. Ouais, incroyable. C'est la fidélité aussi. Et ça, Oui. vous le dites, Michel, dans le livre. Il y a Julio Iglesias, grande fidélité. Oui. Céline, Oui, elle a toujours été là. toujours. D'ailleurs, lorsqu'elle a commencé à devenir une star énorme, elle allait dans des pays étrangers, sur les chaînes les plus importantes, que ce soit en Chine, au Japon, etc. Et aux États-Unis plus tard. Et quand elle venait en France, la chaîne la plus puissante, c'était TF1. Bon. Donc, les contrats de sponsoring, c'était TF1. Mais dans les contrats, Angélique disait toujours, bon, c'est TF1, mais Michel Drucker, c'est autre chose. Alors, il n'est pas sur TF1, j'étais sur la 2 à l'époque.
on réserve un après-midi par semaine quand on sera là pour Michel. Il les prend ou il les prend pas et elle chantera le nombre de chansons qu'elle veut chanter. Oui. Une reconnaissance extraordinaire. Et alors, un autre aussi extraordinaire, c'est Alain Delon. Oui. Parce que c'est vrai qu'Alain, malade, Michel, il vous appelle tous les soirs. C'est quand mon frère Ouais. a disparu. Quand mon frère Jean est parti dans des conditions tragiques, il y a un peu plus de 22 ans, Alain, il avait des bureaux dans Paris, sa production, Adèle Productions, rue Chambige, et mon frère habitait à côté. Ils se voyaient beaucoup, et j'ai découvert plus tard qu'il aimait beaucoup mon frère. Et quand Jean a disparu dans des conditions tragiques, c'est le drame de notre vie dans la famille, la disparition de mon frère. Il savait que je continuerais à faire de la télé, mais difficilement. Le show must go on. Et il m'appelait régulièrement pour savoir si je dormais, si j'allais bien. Non, Delon, c'est un personnage très étrange. Delon et Melville. Ouais. Il va aider d'ailleurs la veuve de Melville, vous le dites. Mais bon, Jean-Pierre Melville, il est mort dans des circonstances surréalistes. Le grand Philippe Labro, qui vient de nous quitter, était très melvillien. Il était fou du cinéma de Melville. Et Jean-Pierre Melville, il est mort un soir, à table, au PLM Saint-Jacques, d'une crise de fou rire avec Labro. Il a eu une crise de fou rire, il a fait une crise cardiaque. Et pourquoi je vous parle de Melville? Parce que quand il est mort, c'était un séisme, parce que c'est un des plus grands metteurs en scène du monde. Moi, j'allais, grâce à Rémi Grimbach, qui s'appelait Grimbach, parce que son oncle, Jean-Pierre Grimbach, était Jean-Pierre Melville. Voilà pourquoi j'ai eu accès à tous les plateaux de Melville. J'allais sur le Cercle Rouge, j'allais sur le Samouraï, j'allais sur tous les films, le tournage. Et il est mort dans ces circonstances surréalistes. Et sa femme, Florence, elle était plus que dévastée. Surtout que ses studios Génère avaient connu des moments difficiles. Ils avaient brûlé. Il avait ses propres studios, hein, Melville. Et je la croise un jour dans la rue et je lui dis « Florence, je suis content de vous voir. Ah, Michel, moi aussi, vous savez, Jean-Pierre vous aimait bien. Que son neveu, Rémi, qui produisait des émissions avec vous. » J'ai dit « Comment ça va ?» Il me dit « Ça va pas mal. Ça va surtout pas mal grâce à Alain. » Et elle m'avoue que 4 ou 5 ans après la disparition de son mari Jean-Pierre Melville, Alain Delon lui a envoyé un chèque, ce que peu de gens savent, tous les mois. Ouais. C'est ça, Delon. Ouais. C'est ça, Delon, il est comme ça. Ouais. Il était Un comme autre personnage qui apparaît beaucoup, c'est Johnny. ça. Alors, Johnny, c'est Alors encore Michel, autre chose. il y a une anecdote, quand Johnny est au fond du trou et que vous êtes en bagnole. Ça, et que il dit mais tu crois que mon disque il va marcher? Alors, il faut le savoir, hein, je remonte à loin. Dans les années 66, Johnny ne vendait plus de disques. C'est-à-dire que le divorce, il était pas bien, il a fait une cure de sommeil. En Suisse, il était pas bien du tout, psychiquement, moralement, et il vendait pas de disques. On a oublié ça. Et puis il revient dans une émission que je présentais, qui s'appelait Tilt Magazine en province, où il y avait tout le monde. C'est la première émission importante de divertissement que j'ai présentée. Je rends hommage à la productrice Michel Arnaud d'ailleurs. Et il revient avec le succès de Los Bravos, Noir c'est noir, Black is black. Et Noir c'est noir. Immédiatement, on sent le tube. Et on rentre le soir, on était à Douai, en province, en direct. Hein. Il y avait tout le monde, il y avait même Tino Rossi, bon, il y avait tout le métier. De l'époque, on est en 66. Et ça, les photos que vous voyez derrière, c'était des photos de cette époque-là. Et donc, on rentre à Paris dès 2h du matin. Je sens qu'il est un peu rassuré parce qu'on ne l'avait pas vu sur scène depuis longtemps. Il a tout de suite senti, car c'était un renard, que c'était un tube. Et on rentre tous les deux. 3h du matin. Dans le brouillard. Autoroute du Nord. Bon, il m'a toujours dit que c'était une Ferrari. Non, c'était une Maserati. Et nous voilà rentrant, tous les deux, toujours aussi mutiques qu'ils pouvaient l'être. Ils ne parlaient pas. Il me disait, tu crois que ça va marcher pour moi? Et moi, je disais, tu crois qu'elle va me reprendre comme présentateur? Plus rien. Tu crois que ça va marcher pour moi? Et là, je regarde le compteur.
180, 190, 200. Vous imaginez? Ah oui. 200. Il dit, je crois que ça va marcher pour moi. J'ai dit, Denis, on ne le saura jamais. À la vitesse à laquelle on roule, on n'aura jamais de réponse. Et je lui ai rappelé un jour, d'abord il m'a dit, c'était une Ferrari. Et puis je roulais pas à 180, je roulais à 220. Et après, ça va marcher. Et vous allez vous revoir. Et là, il vous dit cette phrase. Hein, il vous dit, on les a bien... Ah bah oui, mais t'as vu, hein, on est toujours là, on les a bien niqués. Hein. on les a bien niqués. Hein. Ouais, Mais Johnny, attention. Johnny, pendant des années, il a traîné cette réputation de chanteur sans intérêt, limité sur le plan intellectuel. Quelle erreur, quelle erreur. C'est un des hommes les plus intelligents que je connaisse, c'est l'intelligence de renard. C'était un léopard, il sentait tout. Il sentait, puis il avait un physique incroyable, une voix incroyable qu'il a eu presque jusqu'au bout. Et puis, jamais il aurait imaginé que le jour de sa mort, il y aurait 1,5 million de Parisiens, hein, et des centaines de bikers qui l'accompagneraient depuis jusqu'à l'église de la Madeleine. Moi, je me souviens, les obsèques de Johnny, c'était hallucinant. Hallucinant. Le pays était en larmes. Ouais. Et on pense encore à Johnny. C'est vrai. Et maintenant, ce qui est très émouvant, c'est que son fils David a eu l'idée formidable, c'est un très bon chanteur, David. Il a vécu aux États-Unis, il a une culture anglo-saxonne. Il a repris, il fait une tournée, une des tournées les plus fracassantes, hein, en ce moment en France. C'est lui. C'est vrai. Et Johnny, il disait, mais Michel, qu'est-ce que tu manges? Tu bois pas, hein, tu fumes pas. T'as une vie de con. Oui, non mais Johnny, cette anecdote, je la raconte tout le temps parce que quand on faisait une émission de télé, peu importe l'endroit, il venait souvent dans ma loge, se maquiller, vous les maquiller, et à la fin de l'émission, il était content parce que il était soulagé, car contrairement à ce qu'on pense, Johnny avait le trac, les plus grands ont le trac. Dire j'ai pas le trac, comme disait Jouvet, quand vous aurez du talent, il viendrait me voir. Mais il avait le trac parce qu'il avait peur que les gens qui avaient payé des fortunes pour la voix qu'il avait, il avait peur que la voix soit pas bonne. Et donc, il était fatigué mais content. Après les galas, il était en nage, il y avait le coiffeur qui venait lui sécher les cheveux, il était dans un peignoir, il n'y avait plus de Santiago, il n'y avait plus de bottes de cuir et de blousons de cuir. C'était un Johnny beaucoup plus petit, qui avait rapetissé, qui avait subitement son âge. Alors que sur scène, il faisait 20 ans, 30 ans de moins. Et là, il était heureux, mais lucide. Alors, il se met démaquillé. Voilà, moi, j'étais à côté de lui, il me dit « Comment ça se fait qu'on n'a pas la même tête ?» Comment ça se fait que j'ai l'impression que je fais très vieux et toi, pas du tout. Alors moi, j'ai dit, mais Johnny, tu connais ma vie. Hein, Johnny, moi, je me couche très tôt, je bois de l'eau, je fais attention, je fume pas, j'aime pas les tapes trop riches, sur le plan des calories, j'aime pas tout ça, je travaille tout le temps, je compte mes heures de sommeil, j'ai peur de la maladie, je suis hypochondriaque, j'ai la même femme depuis 40 ans, et il la connaissait, Dany, il s'était connu avant moi à l'époque du golfe de Rouault, des années 60. Il réfléchit, il dit, quelle vie de con. Je dis, Johnny, c'est ma vie. Et il comprenait pas. Et lui, il a mené cette vie qu'il a menée où on sait, hein, parce qu'il est tombé malade. Et moi, je suis encore là parce que j'ai pas eu son régime. J'aurais eu son régime, je serais plus là depuis longtemps. Mais lui, c'est une performance quand même, parce que Johnny, on a déjà oublié, parce que tout s'oublie. Johnny, il a fait la tournée des vieilles canailles avec Dutronc. Ouais. Malade. Mais Ouais. mourant, pas malade, mourant. Avec Elie et avec Dutronc. Moi, j'ai des copains du SAMU et des urgences qui étaient en coulisses. Ils chantaient 3 chansons, ils sortaient de scène, masque à oxygène. Hein, il n'avait pas une grande autonomie. Pendant ce temps-là, Dutronc et Eddie prenaient le relais. Et puis au bout de 3-4 chansons, c'était prévu, hop, on le repoussait en scène. Il chantait, on ne sait pas comment. La voix était encore là. Il a fait toute la tournée des vieilles canailles, pratiquement mourant. On peut dire qu'il est presque mort sur scène, hein, Johnny.
Ouais, ce qui est incroyable. Alors, un autre personnage, c'est Clo-Clo. Parce que Clo-Clo, c'est là, autre chose. Michel, Claude François, lui aussi, alors hypochondriaque, Alors le contraire de Johnny, ouais, il buvait pas, il fumait très peu, il buvait de temps en temps un verre de bon vin, mais lui c'était l'athlète. La tête, la tête, la tête, la tête. Il avait un physique qui est le contraire de Johnny. Johnny disait en parlant de Claude François, qu'est-ce qu'il a avec sa voix fluette, tu enlèves les Claudettes, il n'y a plus rien. Et Johnny, mais il vendait beaucoup de disques. Ils se haïssaient tous les deux, le mot est trop fort. c'est en concurrence. Hein. Oui, un concurrent, parce que Claude vendait des disques, mais vous n'imaginez pas ce qu'il a vendu, et ça continue. Hein, bon. Johnny remplissait les scènes. Et Johnny, il avait un public plutôt masculin, même s'il y avait des lunettes, et Johnny n'avait que les jeunes filles. Donc, ils étaient l'opposé. Ils se respectaient, bien sûr, parce qu'à ce niveau-là, c'est tellement énorme. Mais Claude François était très tyrannique, très, très chiant. Ça, c'est vrai. C'était un angoissé, c'était un hyper nerveux, c'était hyper actif. Il voulait tout vérifier, tout contrôler, alors que Johnny s'en foutait. Il faisait confiance à tout le monde. Et Claude François voulait tout surveiller. Il voulait être le numéro 1 dans les affaires, dans les magazines de jeunes. Voilà. Donc il a tout fait. Et puis ce qu'il a fait bien, c'est la chanson. Tout le reste, c'était pas son métier. Ouais, Voilà. ouais. C'était pas son métier. C'est Oui. pas son métier. Il est mort parce que Il est l'électricien. mort ruiné, même. Oui, puis il est mort parce que l'électricien avait oublié de regarder le circuit de la salle de bain. Oui. Il avait fait confiance à des gens incompétents. Ça vous a étonné, Michel, quand vous avez appris la nouvelle? Ben, on l'attendait, nous. On l'attendait au but de Chaumont. Il était notre invité. On savait qu'il serait en retard, il était toujours en retard. On lui mentait sur le plan de travail. On mentait surtout sur 1 heure, 2 heures. Mais qu'il allait mourir comme ça. Moi, je dis, tiens, si Claude, il aurait eu un pépin cardiaque sur scène, avec la dépense d'énergie qui était la sienne, je pouvais comprendre. Mais qui meurt électrocuté dans sa baignoire, parce qu'on n'a pas vérifié les appliques, c'est incroyable, c'est inimaginable. Vous l'annoncez, il y a Pierre Perret à côté. Oui, les émissions il y avait s'interrompent. France Gall, on avait Pierre Perret. Nous, on prépare l'émission. France Gall ou Pierre Perret sont au studio des Carpentiers, juste à côté, au but de Chaumont. Et on attend Claude, on l'appelle. Il arrive. Son attaché de presse dit il arrive. Il prend son bain, il arrive. Il prend son bain, il arrive. Et il n'est jamais arrivé, évidemment. Non, mais Claude, c'est une mort incroyable. C'est inimaginable, mourir comme ça. Inimaginable. Il serait mort d'un accident de voiture, j'aurais pas été étonné. Il avait échappé à la mort souvent. Un jour, on lui a tiré dessus dans sa voiture, il est passé à côté. Mais c'est inimaginable. Ouais. Inimaginable, parce qu'il est mort si jeune. Si jeune. Alors, est-ce qu'il aurait... C'est autre chose. Est-ce qu'il aurait vieilli? Et comment il aurait vieilli, Claude? Ça, c'est autre chose. Parce qu'il voulait pas vieillir. Ouais. Avec le cœur. Ouais. Il vous appelle, il dit on va faire une émission Oui, ensemble. on a fait une Et là, émission il y a une ensemble. anecdote dans le bouquin, c'est qu'il drague. Et il drague une très jolie fille, une très jolie femme qui a fait une carrière merveilleuse Oui, déjà, qui est qui devenue ma s'appelle femme. Dany Saval. Et vous le voyez, Clo-Clo drague votre future femme. Enfin, elle me l'a raconté parce que le temps avait passé. Mais il était très amoureux de ce genre de femme, Oui, blonde, c'est vrai longue que- jambe, etc. Et il avait un succès fou. Et c'est vrai que Dany m'a raconté beaucoup plus tard qu'il lui envoyait des boîtes de chocolat. Enfin, c'était un vrai fan. Puis Dany avait fait sa vie personnelle et professionnelle aux États-Unis. Et quand, entre-temps, je l'avais rencontré, Voilà, mais il y a eu une panne de courant. c'est Vous là. racontez que c'est dans une panne de C'est courant. là. C'est là. Donc on est à Joinville, et on fait une émission avec le cœur prémonitoire, avec le cœur. Et puis moi j'ai le coup de foudre pour Dany, la suite vous connaissez. Et il y avait une grève. À l'époque il y avait pas mal de grèves. C'était au studio de Joinville. Et je raccompagne Dany chez elle. Je vais la rechercher le lendemain, en tout bien tout honneur. Et puis, le 2 ou 3e jour de tournage, il y a effectivement une panne de courant. Et dans le noir, je lui dis, vous êtes la femme de ma vie. Elle m'a dit, mais ressaisissez-vous, me dit. Hein. Et c'était vrai, je ne m'étais pas trompé. Ouais, ouais. C'est étrange, hein, les rencontres. Ouais. Et alors, Mais- c'est vrai que c'est une histoire incroyable de cet amour avec Dany depuis si longtemps. Alors, vous dites
c'est très personnel. ce bouquin. 53 ans. Ouais. Et Michel, c'est très perso parce que vous dites j'ai eu des tentations. Alors, vous citez parmi les tentations Romy Schneider. Ah, mais non, mais Romy, c'est autre Ouais. chose. C'était une amie autrichienne. Maman parlait allemand. Maman allait sur les plateaux. Elle se connaissait bien. Elle était particulière aussi. Mais c'est vrai que on n'était pas insensible au charme de Romy Schneider. Mais vous ne l'avez pas été, et peut-être qu'elle non plus. Et si vous n'étiez pas retenu, Non, mais j'avais des raisons d'être ému par Romy, son passé, l'Autriche, ses malheurs. Elle était fascinante quand même, parce que quand on la voyait sur l'écran, c'était incroyable. Il y a les deux femmes qui m'ont vraiment impressionné, c'est elle et Jane Fonda. ouais, dont vous auriez donc pu être amoureux, l'une et Ah, l'autre. mais on était tous amoureux de Jane Fonda. Puis Jane Fonda, c'était la plus française des Américaines. Le passé incroyable. Bon, et puis elle était la fille d'un des plus grands acteurs du monde, le clan Fonda. Et puis elle connaissait la France par cœur, elle parlait français très bien. Elle était mariée avec Roger Vadim. Hein, c'était Fonda, c'était quelqu'un. Vous auriez pu avoir une ouverture, comme disait Michel Blanc. Oui. Vous auriez pu avoir une ouverture, Michel. Bon, c'est pas. C'est Ah, passé. vous dites que vous étiez dragueur jeune, hein? Ben, je foutais rien. Je foutais rien à l'école, j'aimais les copains, j'aimais le sport, et on était tous dragueurs à l'époque. On avait quoi? On avait 15 ans dans les années 50. C'était pas comme maintenant. Mais tout ça, c'est... Avec le recul, finalement, ça nous a maintenus jeunes. Oui. Et puis, vous savez, Romy Schneider et Jane Fonda, et des autres actrices que j'ai vues passer, Sophia Loren, évidemment, qui m'a beaucoup impressionné, on avait tous un point commun, une vraie passion pour notre job. Car Romy Schneider, c'est une passion douloureuse, parce qu'elle était... Elle le dit dans une de vos émissions, Oui, Michel. oui. C'est une émission poignante. Quand elle perd son Ouais. fils, qui Et meurt dans là, des et conditions devant épouvantables. vous, et elle se confie, c'est incroyable. Oui, on faisait Champs-Élysées, je me souviens, c'était un espace Cardin. Et un drame épouvantable, son fils se tue. En s'empalant pratiquement sur la grille du jardin. Épouvantable. Elle en est morte de chagrin d'ailleurs. Et une presse qui existait déjà, la presse People, je ne citerai pas le magazine, mais ils se reconnaîtront, même des années après, publie à la une le gamin dans son linceul à la morgue. Vous imaginez la violence? Quand elle a vu ça, elle a dit, je ne peux pas laisser passer ça. Donc elle m'a appelé, elle me dit, écoute Michel, j'aimerais bien venir demain enregistrer une séquence. C'est une séquence qui est mythique, Oui. hein, où elle dit comment on peut faire ça, hein, où est la morale, où est le tact, comment on peut mettre à la une et publier la photo d'un gosse mourant. Et c'est vrai que ça c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, mais c'est quelqu'un qui n'était pas doué pour le bonheur, Michel. Il n'était pas doué pour le bonheur. C'est quelqu'un qui était très tourmenté et qui, s'il n'avait pas eu cette vie-là un peu compliquée, elle n'aurait pas été l'actrice qu'elle est, sans doute. Et puis Romy, c'est Delon. Et Romy, c'est son amitié avec Jean-Claude Brialy. Romy, c'est des films incroyables. Et puis c'est Montand, les films, tous ces films qui ont marqué notre vie. Mais Jane Fonda et elle sont deux actrices qui m'ont beaucoup marqué, avec quelques italiennes, parce que Lolo Brigida, que j'ai connu quand je débutais, mais Sophia Loren, Claudia Real, Antonella Leldi, maintenant Monica Bellucci. Le cinéma italien, comment ne pas être amoureux du italien? C'est vrai quand on que- était à Cannes, quand Oui. on faisait rendez-vous le dimanche à Cannes, il y avait tout le cinéma italien qui Ah était oui. au pied Ça, du on Majestic. le voit sur Internet. Oui, hein. qui était au pied du Majestic. Mastroianni et Catherine Deneuve, peut-être se sont aimés dans votre petite Alors, chambre. ça, c'est Hein? encore autre chose. C'est- Vous savez, il y a quelqu'un qui est très très proche de moi dans ce métier, vous le savez. C'est Claude Lelouch, que vous avez rencontré à Cannes il n'y a pas tellement longtemps. Et Lelouch, c'est la vedette de Cannes. Hein. D'ailleurs, au dernier festival de Cannes, c'est l'affiche d'un homme et une femme qui était l'affiche officielle, hein, où Anouk Aimée et Trintignant s'embrassent. Et Claude Lelouch, comme producteur, cherchait un endroit
pour tourner un film écrit par Nadine Trintignant, qui avait pour titre « Ça n'arrive qu'aux autres ». Car il faut savoir qu'il y a eu le drame de Marie Trintignant. Mais il faut savoir que dans les années 60, Nadine Trintignant a perdu un enfant. Ouais. C'était un drame épouvantable. Ils en ont fait un film avec Mastroianni et Catherine Deneuve. Et Claude Lelouch, producteur, cherchait un studio. À l'époque, j'habitais à Montparnasse. Il cherchait un petit studio d'étudiants où j'habitais pour tourner des séquences de son film. Et c'est les séquences de son film les plus intimes ont été tournées dans mon studio. Voilà, avec Marcello Mastroianni et Catherine Deneuve. Je ne sais pas si elle s'en souvient, mais Mastroianni m'a beaucoup marqué par son humour. Quand le tournage était terminé, il m'a laissé un mot en disant merci Michel, avec son accent, mais change le sommier. Mastroianni, qui était un des plus grands acteurs que j'ai rencontrés, mais tous les Italiens, la colonie italienne, c'était extraordinaire. Ettore Scola. Mais il y a là qui se brûle. Et vous en parlez, Michel, dans ce livre. Je prends l'exemple de Joe Dassin. Vous dites ce qui est incroyable. Joe, ce qu'à un moment donné, il y a une bascule. Alors, C'est avec le temps, un drame. pour faire carrière, je le dis, j'essaie d'expliquer comment j'ai fait. C'est pas un livre de conseils, mais j'essaie d'expliquer. Car je suis le premier troublé, moi. Quand je rencontre des gens qui me disent « Vous avez bercé mon enfance, mon grand-père vous aimait, mon arrière-grand-mère vous aimait, etc. » C'est la génération des sports des années 70, quand je commentais les Coupes du Monde de foot. C'est la génération des rendez-vous du dimanche. C'est la génération de Champs-Élysées, de Studio Gabriel. De Tilt Magazine. Tiens, on va peut-être entendre le générique, la musique du générique. Ça, c'est la fameuse émission avec Johnny. Oui. Et donc, c'est ça, oui. Et tous ces gens que je rencontre, je suis le premier étonné. C'est pas de la coquetterie de ma part ou de la fausse modestie. Comment voulez-vous que je sois pas étonné d'être encore là à 83 ans bientôt, et après 62 ans d'heures de vol? C'est surréaliste. Et après 2 opérations cardiaques à cœur ouvert, et c'est pas si vieux. Donc je suis le premier étonné. C'est vrai. Donc je sais pas comment j'ai fait finalement. Ouais. Mais tous ces gens-là que j'ai rencontrés, j'ai voulu parler d'eux d'une autre manière. Et dire la vérité sur Joe Dassin, par exemple, parce que c'est Alors justement, c'est triste. je vais vous raconter ce qui m'a aussi le plus marqué dans ce métier. C'est la fin tragique des carrières sublimes. Claude François, n'en parlons pas. Johnny, n'en parlons pas. Mais il y en a d'autres. Et Joe Dassin. Alors Joe Dassin, c'est très particulier. Joe Dassin, le fils de Jules Dassin, Jamais le dimanche, c'est quand même c'était un intellectuel qui a fait des études aux États-Unis. Il était formidable, Dassin. Et voilà, il avait une voix incroyable. Et il commence à chanter des chansons qui vont être des tubes énormes, avec Claude Lemel, l'Amérique, etc. Bon, l'été indien, je ne vais pas faire la liste, mais des tubes inouïs. Tous les réussissaient. Tout. Et marié avec une femme charmante, c'était un couple très, très uni. Car on ne peut pas faire cette carrière seul. Je le dis au début du livre. Je cite des exemples dans la politique, mais pas que la politique. Jamais Jacques Chirac n'aurait fait sa carrière sans Bernadette. Ça, c'est sûr. Jamais, dans un autre registre, Céline Dion n'aurait fait cette carrière sans René Angélil. Jamais Annie Cordy n'aurait fait cette carrière sans son mari Bruno. Et jamais Pierre Perret n'aurait fait cette carrière sans Rebecca, sa femme. Tout le monde le sait qu'il fallait d'abord passer par Rebecca. Bon. Je ne suis pas certain que M. Macron aurait fait ce parcours sans sa femme, qui est une femme extrêmement brillante. Donc des exemples, il y en a beaucoup comme ça. Et Dassin, c'était un boulevard. Ils font des disques et des disques. Et un jour, pour des raisons personnelles, d'abord, il se sépare de sa femme. Premier accro dans une vie sans problème. Et quand on quitte sa femme, en général, c'est parce qu'on a trouvé une autre rencontre. Et il a fait une autre rencontre. Voilà, c'était... Il rencontre à Rouen, il rencontre dans une boîte, je crois, une femme qui était dans une bijouterie. Coup de foudre. Coup de foudre et drame en même temps. Là, il va basculer, mais le mot est faible. Le Joe Dassin, à l'heure, nickel, avec ses belles tenues blanches, avec ses ceintures, avec tous ses tubes. C'était un exemple même, un exemple de sérieux,
toujours à l'heure, plutôt une demi-heure d'avance sur les plateaux de télévision. On l'attendait, il était toujours prêt, etc. Très exigeant pour ses auteurs, Claude Lemel, Delanoë, Pierre Delanoë, bon compositeur, il avait tout. Et une femme charmante. Et là, coup de foudre, qui est un grand classique. Et il va être entraîné dans une spirale tragique. Voilà, il va commencer à toucher à des substances illicites. Voilà, avec la complicité de son épouse. Et le drame, c'est qu'il va en mourir. Elle va en mourir. Les fils d'Assin n'ont pas connu leur père et sont des vrais orphelins, de père et mère. Et du jour au lendemain, le Dassin qu'on va arriver sur les plateaux n'est plus le même du tout. Il n'est pas rasé, il n'est pas bien habillé, on voit qu'il n'a pas dormi, on voit qu'il n'a pas bu que de l'eau, et subitement, il bascule, c'est un suicide total. Et il va mourir d'une crise cardiaque en Polynésie, où il avait acheté un terrain. Carlos, qui était son grand copain, vous raconterait ça mieux que moi. Et quand on écoute Joe Dassin, les gens n'imaginent pas à quel point les dernières années ont été un chemin de croix. Un chemin de croix. Voilà, il était hagard, il arrivait en retard, alors qu'il était d'une discipline de fer. C'était un Américain. Et ça, c'est bouleversant. C'est toujours bouleversant, je le dis dans le livre, c'est que la chose la plus difficile pour gérer le temps, c'est de ne pas perdre pied, quoi. Mais c'est un boulot quotidien. Moi, je parle de ma famille. Sans ma famille, j'aurais pas tenu le choc. Impossible. Sans un entourage en béton, pas possible. Et ça, tous ceux qui ont fait de longues carrières, comme par hasard, ils n'étaient pas seuls. Et leur femme a joué un rôle considérable dans leur vie. Ouais. Alors, Simone Signoret et Montand est un bon et un mauvais exemple. Mais Montand, Marilyn Monroe, le drame, tout le monde a connu ça. Simone Signoret continuera à aimer Montand jusqu'au bout, mais s'en remettra jamais. Il y a eu une pièce qui a été faite d'ailleurs d'Éric Emmanuel Schmitt avec la complicité de Benjamin Castaldi. Et donc c'était un drame. Mais sinon, tous ceux qui ont fait des carrières longues, assez longues, ça veut dire qu'ils ont eu à leur côté un duo, une femme ou un homme de choc. C'est un mot sur Yves Montand. Michel, vous en parlez. C'est cette gauche caviar. Là, vous avez un petit coup de gueule. Au fond, c'est vrai que il était militant, il manifestait. Parce que Montand était très paradoxal. Oui. Mais on a tous des paradoxes dans notre métier, et les artistes aussi. Montand, et on ne peut pas dire qu'il ne savait pas ce que c'était que la pauvreté. Il était docker, Ivo Olivi, immigré italien. Donc, il était forcément de gauche. Mais il y avait plusieurs gauches. Et lui, sa gauche a été un peu une gauche caviar. Et il est allé en Europe de l'Est. Il a vu ce que c'était. Il est revenu effondré, car ce n'était pas évidemment la gauche qu'il avait imaginée. Et Montand, c'est vrai, c'est pas parce qu'on est très célèbre et qu'on est très à l'aise financièrement qu'il faut être forcément de gauche. C'est pas ça le problème. Mais il y a des choses quand même qui sont un peu troublantes. Ça veut dire que vous dites il jouait au poker des sommes folles avec le baron Empin et Bouvard. Et le lendemain, il allait manifester. C'est ça. Voilà. Et ce qui énervait profondément Simone Signoret, ça c'est son petit-fils Benjamin qui me l'a raconté, c'est qu'il lui a dit, écoute, Montand, elle appelait Montand, arrête avec ta Ferrari, ça fait un bruit fou. Dans leur maison à côté de Paris, qui était restée mythique, il arrivait en Ferrari. Donc il était à la fois paradoxal, il était évidemment forcément de gauche, compte tenu du venait, mais c'était un peu... c'était pas aussi simple que ça. Et comme la politique a commencé à le fasciner, je me souviens qu'à un moment donné, le Nouvel Observateur l'avait mis à la une avec un bandeau bleu-bleu-rouge en disant « Montand président ». Il y a cru, Montand président. Reste, une fois qu'on a dit ça, que c'était un acteur magnifique, pas doué au départ, pas doué. Ceux qui l'ont bien connu ont dit que Les Sorcières de Salem ou Le Salaire de la peur, c'était les débuts. Après, il a fait des films magnifiques.
Mais c'était pas forcément un bon chanteur au départ, mais c'était un bosseur. Ouais. Voilà. Lui, on peut dire que son talent, ça a été 90% de travail. Une petite parenthèse, c'est que vous, Michel, vous dites « je voterai toujours à gauche par fidélité familiale ». Oui, bah oui. Et pourtant, vous dites « cette gauche-là, pourtant, aujourd'hui, je ne la reconnais pas ». Moi, quand je dis la gauche qui me touche, c'est celle des congés payés. Hein. C'est celle de 37, 38, celle qui a fait de mes parents des Français. Moi, je viens de loin. Hein. Je viens de Bukovine, de la partie roumaine qui est maintenant ukrainienne. Moi, je viens de loin. Mon père s'appelait Abraham, ma mère s'appelait Lola, l'Empire austro-hongrois de l'époque des années 50 où les frontières ont changé de tous les côtés. Et c'est cette gauche-là, hein, c'est cette gauche-là, des congés payés, la gauche de 37, 38, de Guy Mollet, c'est cette gauche-là qui a fait que mes parents sont devenus français. Quand mon père est arrivé en France avec des diplômes roumain de médecin, il ne pouvait pas exercer pendant des années le numerus clausus car il n'était pas français. Il est devenu français 7 ou 8 ans après grâce à cette gauche-là. Et mes parents m'ont toujours dit, il ne faut jamais oublier que c'est cette gauche-là qui a fait que tu es français aujourd'hui. Donc c'est un devoir de mémoire. Oui. Donc toujours voter à gauche. Oui, par fidélité à mes parents. Mais ça ne m'a pas empêché, évidemment, comme beaucoup de gens, de voter pour M. Macron la dernière fois pour plein de raisons. Mais c'est vrai que j'ai une sensibilité de gauche et je suis souvent mal à l'aise comme tous ceux qui gagnent bien leur vie, qui ont réussi. Parce que quand on est lucide, nous sommes des privilégiés. Donc c'est un peu le paradoxe. Vous savez, quand on vient d'un milieu pauvre et qu'on a réussi, Aznavour, un exemple, Aznavour, même si on n'a jamais oublié d'où on vient, il n'empêche que on vit avec dans ce qu'on a souhaité, c'est-à-dire on vit dans un confort qu'on n'a pas volé, on l'a gagné avec son talent. Mais c'est vrai que tout ça est forcément paradoxal. Mais être de gauche et bien gagner sa vie, c'est pas incompatible. Et il y a des gens de gauche, ou il y a des gens à droite qui sont profondément plus humains que certains gens qui se disent de gauche. Il y a plusieurs gauches, comme il y a plusieurs droites. Oui. Hein, on va entendre une chanson, là, c'est Platters. Alors, c'est vrai Platters, ça... on a flirté sur les Platters quand j'avais 15 ans. Parce que c'est une chanson importante. C'était le Michel Drucker, moniteur de colonie de vacances. Amoureux de la directrice. Amoureux de la directrice. Il y avait les Platters et il y avait Richard Anthony, J'entends siffler le train. Si vous les écoutez, ce sont le nombre de jeunes qui ont flirté sur ces slows. Il n'y a plus de slow maintenant. Ah non, maintenant. À l'époque, le jeune Michel, il est slow, il n'hésitait pas. Hein oui, maintenant, tout a changé maintenant. Tout a changé, mais bon, après, ça reviendra. Photographe de plage qui photographie des couples illégitimes sans le savoir. Oui, quand j'étais moniteur de colonie de vacances, j'avais 17 ans, c'était mon premier job. C'était au Sable d'Olonne, en Vendée, qui est une région, pour plein de raisons, qui est importante pour moi. Et puis, une fois que j'ai terminé la colo, on engageait également des jeunes pour faire des photos sur les plages. Alors, j'explique à ceux qui nous regardent et qui font des photos avec leur portable qu'il y a 30 ans, c'était autre chose. À 30 ans, on allait en vacances et soit on avait la chance d'avoir son appareil photo, ou son photomaton, ou on faisait faire des photos. Il y avait des photos faites sur la plage et le photographe donnait un petit ticket et vous, à la fin des vacances, vous reveniez avec votre ticket et vous partez avec votre photo. Sauf que moi, j'étais engagé au Sable d'Olonne, belle plage, et j'ai commencé à photographier des gens et donner des tickets. Et puis au bout de quelques jours, le patron m'a convoqué et il me dit « Dis donc, jeune homme, c'est quoi ces photos ?» J'ai des photos. Mais vous avez fait des photos de gens qui ne devaient pas être ensemble, des couples illégitimes. Donc j'étais un des premiers paparazzi sans le savoir. Ces couples que j'avais photographiés le long d'une crique venaient réclamer évidemment leur négatif, mais c'était une bonne expérience. Voilà. Alors quelques années après, vous allez entrer à la télévision, d'abord au sport, Zitron, enfin coup d'air, vous tremblez. Thierry Roland, vous tremblez. Il paraît qu'il tient de la table, parce que la table tremble. L'INA a cette archive-là, voilà, les photos que vous voyez, où je suis terrorisé parce que c'était très violent. Avoir 22 ans en 1964
et arriver comme ça devant les téléspectateurs sans savoir ce que c'est. Et voilà, c'était mon mentor qui était là. Mais il y avait également Couder. C'était des stars, les reporters sportifs à l'époque, des stars. Et il fallait aller servir le café au patron pour se faire remarquer. Non, mais Roger Couder, Thierry Roland, Robert Chapat, Léon Zitrone, François Janin, c'était Stéphane Collaro qui débutait aussi, d'ailleurs, avec moi. Jacques Vendroux, qui a débuté aussi. Il faut voir que c'était des stars énormes, énormes, énormes. Et c'est vrai que pour se faire remarquer à l'époque, on essayait par tous les moyens de se faire remarquer. C'est pour ça qu'avec mon copain Jacques Vendroux, que vous connaissez, on n'était pas à une bêtise prête. Ouais, on s'était dit on s'était dit, si on se pointe au 6e étage de la rue Cognac-G, les patrons, conseil d'administration, et on dit on s'est trompé de porte. On arrive avec des cafés ou souvent des yaourts. Et on frappait. Et tout le monde regardait. Le président, il y avait souvent des ministres, hein, on était là. Et pardon. Mais on restait quand même à quelques secondes pour qu'on photographie notre visage. Oui. C'est parce qu'on s'est dit, au moins, ils vont nous reconnaître un jour, à force de nous voir. On faisait ça tout le temps. Mais c'est l'histoire de Bouvard que je raconte. C'est ça, dans les toilettes. Bouvard, qui était déjà petit à l'époque, mais il doit avoir 17 ans, il distribuait le courrier au Figaro. Et Jean-François Brisson, qui était le grand patron du Figaro, lui venait. J'adore cette histoire parce qu'elle est tellement incroyable. Et le grand patron du Figaro, après la conférence de rédac quotidienne, venait entre 11h et 11h30 soulager sa vessie. Et le petit Bouvard avait remarqué que le grand patron, le petit Bouvard, il dit je vais y aller aussi, quoi. Et pendant des semaines, Bouvard attendait 11h. Il voyait qu'il rentrait dans les toilettes, c'était très grand, Brisson. Le petit Bouvard arrivait dans la position verticale que vous imaginez, jusqu'au jour où le patron baissait les yeux, si j'ose dire, et lui dit, mais je vous connais, vous travaillez là? Oui, monsieur le président. Et Bouvard, avec une audace incroyable, lui dit, vous savez, monsieur le directeur, je viens là parce que j'ai remarqué, depuis des mois et des mois, que vous venez soulager votre vessie à 11h, 11h15, tous les matins. Donc je me suis dit, je vais faire la même chose, et un jour vous me remarquerez. Et le patron dit, le jour est arrivé. Il était tellement sidéré de l'audace et de l'ingéniosité du gars qui avait remarqué ça, qu'il est rentré dans son bureau. Mais vous, Michel... Il a appelé les RH, et voilà, il y a un gamin qui s'appelle Philippe Bouvard. Il est au service du courrier, il doit avoir 16-17 ans. C'est un journaliste. Et sa carrière de journaliste a démarré comme ça. Comme quoi? Oui. Un jour, vous poussez une porte et vous découvrez le directeur dans une fâcheuse position. Oui, c'est vrai. Autre chose. Oui. C'est-à-dire que... ça faut pas faire attention quand on ouvre des portes. Hein. Mais dans tout... À TV5 Monde, à minuit, je suppose qu'il n'y a que les hommes de ménage, tout est fermé. Exactement. Bon, mais moi, à minuit, j'étais encore là, pour prendre les journaux, voilà, qu'on lisait avec des copains très tard. Et puis, on attendait, je ne dis pas qu'on attendait la gloire, mais on attendait d'être engagé. Donc, on était là tout le temps. Et puis, à minuit et demi, il n'y a plus personne à 1h du matin dans la rédaction. C'est très rare. À l'époque, certains journaux travaillaient la nuit, mais dans des grandes boîtes comme la télévision qui débutait à l'époque, minuit, 1h du matin, il n'y a que les pompiers, hein, ou un homme ou une femme de ménage. Technicienne de surface, il faut dire. Voilà. Et je vois qu'il y a un filet de lumière sous une porte. Je dis, tiens, ils ouvrent l'état de la lumière. Donc j'ouvre. Et je trouve, dans une position, vous imaginez, un grand patron, un de mes patrons, voilà, dans une position, comment dirais-je, acrobatique. Oui. Vous dites une grande journaliste. Avec une grande journaliste. Oui. Et voilà, et comme c'est la chaise pivotée, lui me voit là, je vois la jeune femme qui lui faisait face, le siège pivote, elle me voit, et il n'y avait pas de doute possible. Très bien. Oh, pardon. Ils sont plus, tous les gens dont je vous parle, ils sont plus là. Bon. Mais vous imaginez un patron qui est pris en flagrant délit à minuit et demi, 1h, par un jeune journaliste dans une position qui laissait aucun doute aux relations qu'il avait avec la dame. C'est extraordinaire.
c'est le loup chien. Oui, exactement. Alors un jour, vous faites une émission, vous le racontez dans un DC-8. Bon, c'est toute une histoire, il y a du vent, machin. Vous C'est comme ça que commencez. j'étais engagé Voilà. pour le de Michel Arnaud. Vous débutez. Effectivement, Michel Arnaud, vous voit un jour, vous commentez, je crois, une épreuve de ski de fond. Ah non, Ah. c'est autre chose. Oui. Je vais vous raconter. Michel Arnaud était une femme, je la cite beaucoup dans le livre, qui est une chanteuse intello, chanteur de cabaret, mais un télo. Elle chantait au Miller Larsouille, qui était un cabaret rive droite, qui était tenu par un de ses anciens maris, car elle était mariée souvent. Et puis, c'était une productrice qui avait mis en lumière Jean-Christophe Averty. Les gens de ma génération sauront que Jean-Christophe Averty, Les Raisins Verts, c'était une des révolutions, celui qui coupait les écrans en 4, en 5, etc. Faire une émission d'Averty, c'était extraordinaire. Et donc, elle avait pignon sur rue. Hein. Alors que maintenant, il y en a d'autres qui ont pognon sur rue. Elle, c'est pignon sur rue. Et alors, là, voilà, la photo, c'est elle. C'est joli, hein. Et puis, elle me voit dans le vent, sur une terrasse du Bourget, en fin d'année, en train de commenter l'arrivée probable d'un DC-8 qui vient de Marseille. Et à bord, il y a tout le métier qui est allé, c'était Tête de bois d'Albert Ressler en l'air, en plein air. Et c'était une idée incroyable sur le plan technologique, car Pierre Sabac est un grand patron. Entre parenthèses, pour ceux qui ont de la mémoire, il était le mari de Catherine Langer, qui a été la première grande speakerine. Et donc, il avait imaginé un DC-8 qui décollait du Bourget pendant les fêtes, avec à bord plein de chanteurs, Claude François, Dalida, tout le monde. Tout le monde était là. Ils allaient à Marignane. À Marignane, il y avait des caméras. Ils chantaient à Marignane, ils remontaient dans l'avion. Il y avait des scènes dans l'avion et ils rechantaient à Paris. Tête de bois en plein ciel. Mais il fallait quelqu'un pour commenter le retour. Et c'était moi. Dans le vent absolument incroyable. Et le caméraman me dit, top, c'est à toi. Et je devais commenter, en créant le suspense, le DC-8. La compagnie, c'est l'UTA à l'époque. Le DC-8 qui allait se poser. Alors bon, dans le vent, voilà, j'ai une casquette de marin, et je commente. Et le caméraman me fait signe. Continue. L'avion n'est pas encore posé. Alors je continue. Et je vais donc improviser entre 8 et 10 minutes. Ce qui est une éternité. Hein. 8 minutes sans prompteur, car je ne sais pas c'est qu'un prompteur, c'est une éternité. Bon. Et cette dame, Michel Arnaud, me voit et dit « Mais qu'est-ce que c'est que ce mec ?» Et finalement, le camarade me dit « Stop, c'est bon. » Je rends l'antenne. En réalité, l'avion s'était posé depuis un quart d'heure, car le vent avait changé, on ne me l'avait pas dit. Donc je pouvais commenter longtemps, il était posé depuis un moment. Et elle a vu ça, cette dame, Michel Arnaud. Elle a dit « Ce petit gars-là, il faut que je le voie. » Et elle m'a appelé en disant « Voilà, je vous ai vu faire un exercice absolument hallucinant. Vous avez parlé 10 minutes, il n'y avait aucune image d'un avion hypothétique qu'on n'a jamais vu. » Elle me dit, est-ce que vous faites quoi? Je dis, je suis reporter sportif. Je dis, oui, je connais un petit peu votre nom, mais je vais faire une première grande émission de variété. C'était la mission Tilt Magazine, où Johnny faisait sa grande rentrée. Et je l'ai vue. C'est très important ce que je vais vous dire, car cette femme a eu une importance considérable dans ma carrière. Je vais la voir. Bon, je la connaissais, puis je l'avais vue dans les photos, chanter, etc. Puis elle chantait dans ses émissions aussi. Hein. Et puis, elle me dit, voilà, je crée une nouvelle émission, en direct, en public, ça s'appelle Tilt Magazine. Et je cherche quelqu'un comme vous. Alors, évidemment, bon, vous faites un peu province, hein, ça m'a marqué. Il va falloir vous relooker, hein, parce que le petit costard que vous avez pour parler des matchs de foot le samedi soir, c'est pas avec ça que vous avez trouvé le ton pour présenter Sammy Davis, Hugo Frey, hein, ou France Gall. Sévère, très très sévère. Et puis... on fait cette émission, je suis absolument terrorisé. Tilt Magazine, Lina, tout ça. Et commence une collaboration avec elle. Et j'apprends à la connaître. Et je le lis dans le livre. Elle me dit, bon, écoutez Drucker, je crois que vous êtes fait pour ce métier. Il y a encore du boulot, hein, parce que il va falloir que j'achète un dictionnaire des synonymes. Hein. Et puis très très dur. C'était une peau de vache, mais une pro. Incroyable. Elle m'a fait découvrir Paul Naref, qui faisait la Manche, la marche du Sacré-Cœur. Gainsbourg. Vasarely, qui a fait la façade d'RTL rue Bayard. Gainsbourg, qui était son pianiste au Miller Larsouille.
Il s'appelait Lucien, hein, c'était Lucien. Lucien Gainsbourg, qui était pianiste de bar et qui composait dans l'indifférence totale. Et une parenthèse, elle lui a dit, dis donc Gainsbourg, vous écrivez des chansons? Il paraît, oh, Gainsbourg, oh, c'est aucun intérêt, madame. Amenez-moi une cassette. Il lui amène une cassette. Il y avait La Javanaise et Le Poinçonneur des Lilas. Elle lui dit maintenant, vous venez plus m'accompagner au piano. Elle l'a lancé. Et cette femme, Michel Arnaud, elle a eu une importance considérable. D'abord, elle m'a pas ménagé. Hein. Quand je présentais des chanteurs immenses, c'était Moulin de la Galette à l'époque. Il y avait un studio de télé. Elle appuyait sur les boutons de la régie. C'était un metteur en scène auquel je pense souvent, que j'ai beaucoup aimé, qui s'appelait Jean-Pierre Spiro. Et devant tout le monde, elle disait, dis donc, Drucker, devant tout le monde, hein, tout le monde entendait. Il y avait Dalida, il y avait Claude François, Johnny, Lynn Renaud, enfin, tout le gratin était là. Elle disait, dis donc, Drucker, on va la refaire. Hein. Vous avez un vocabulaire trop pauvre. Puis changez de ton, Drucker. Et je le répète, vous faites province. Hein. J'en prenais plein la gueule. Et elle m'a appris mon métier. Et comme quoi, tout ça, ça a du bon. C'est qu'un jour, elle me dit, vous savez, vous me connaissez comme chanteuse, mais il faut que vous sachiez que dans ce métier, tout le monde dit n'importe quoi sur tout le monde. Il y a des ragots qui circulent tout le temps. C'est un métier où tout le monde dit du mal de tout le monde. Je suis pas sûr que ça ait changé d'ailleurs dans ce métier. Et c'est pas uniquement dans ce métier d'ailleurs, dans le nôtre. Et elle me dit, vous allez entendre plein de ragots. Par exemple, si on vous dit que je couche avec Mitterrand, ben c'est vrai. Je suis la maîtresse de Mitterrand, vous imaginez. Et quand j'ai vu Mitterrand plus tard, qui m'a décoré un jour, il m'a dit, alors, Michel Drucker, nous avons une femme en commun, en tout bien tout honneur, monsieur le président. Et il a dit, parce que si vous voyez la photo, il me dit, ah, elle était charmante, Michel. Quelle bouche. Lui qui n'en avait pas. C'est vrai que François Mitterrand avait une... Ça l'a pas empêché d'être un séducteur invétéré. Et donc, la voilà. Voilà, Michel. Elle était très jolie, hein. Une grande séductrice. Et donc, elle m'a présenté tout le monde. C'est dans son jardin à la campagne, qui était juste à côté de celui de Pierre Lazareff, et surtout à côté de la maison secondaire de Georges Pompidou, Premier ministre à l'époque, qu'elle vivait. Donc elle avait un carnet d'adresses absolument incroyable. Ouais. C'est chez elle que j'ai entendu parler des amis de 30 ans, Balladur et Chirac. C'est là que j'ai découvert Béard, j'ai découvert... Elle va vous sauver après mai 68. Et en mai 68, je suis viré par De Gaulle ou par son Premier ministre. Voilà, et je suis KO. Je reste sur le sable, si j'ose dire, avec des émoluments ridicules. Mais je suis quand même celui qui présente des chanteurs aussi. Donc le journaliste des sports est viré comme Couder, comme Chapat, comme Thierry Roland. Tout ça, c'est mai 68. De Gaulle ne va pas survivre à ça, d'ailleurs. Et puis, quand je suis viré, Michel Arnaud dit, écoutez, le Premier ministre, je le vois tous les week-ends, je vais arranger ça. Et on m'autorise, c'est monté jusqu'à De Gaulle, hein, et on m'autorise à continuer à la télé comme présentateur de chanteur, mais pas comme journaliste. Ouais. Et après, c'est revenu tout seul. Donc, je dois beaucoup à cette femme. Elle m'a appris le métier. Elle m'a dit des choses très agréables, mais qui m'ont servi toujours et qui me servent encore. Et puis, elle m'a appris que les réseaux, on est toujours dans le thème, hein, ouais. Les réseaux, avec le temps. Avec le temps, c'est très important de savoir qui est qui. Et comme je le dis, il y a des femmes dans ce métier qui sont très proches de la politique. Christine Gouze-Raynal, la belle-sœur de Mitterrand, était très proche, évidemment, voilà, puisque sa sœur était la femme Daniel Mitterrand du président. Évidemment, Lynn Renaud, chacun sait que Lynn Renaud était très proche des Chirac. Hein, c'est très, très important. Donc, être bien avec Lynn Renaud ou bien avec Christine Gouze-Raynal, on peut penser qu'elle dirait un petit mot un jour, même si c'était pas vrai. Donc tout le monde en jouait avec ça. On va entendre la musique de Champs-Élysées, tiens, pour se rappeler ça, Jean-Claude Petit. Et alors, Jean-Pierre Bourter. Jean-Pierre Bourter. Et alors, ce qui est incroyable, dans ce livre, il y a une anecdote d'une femme, une groupie, Michel, que vous allez retrouver partout. Un jour, pas partout, mais souvent. Mais souvent, mais un jour... Et à poil. À poil. Vous la retrouvez, elle est parfois à poil avec une guitare devant votre porte. Oui, c'est vrai.
quand vous rentrez le soir. Oui. Je dis, tiens, bonjour. Qu'est-ce qu'elle fait? Voilà. Touchante et impressionnante, vous imaginez, dans les années 75, oui, à peu près, entre 70 et 80, il y avait cette fille qui est là. Et je découvre qu'elle souffre d'érotomanie aiguë. Ah oui. Érotomane. Il m'a dit, je ne connaissais pas, en tout cas. Oui. Érotomanie qui fait que, voilà, on a des pulsions. Et donc, elle avait des pulsions et c'était sur moi que c'était tombé. Et elle venait dans le garage, chez moi. Elle attendait qu'une voiture rentre, elle rentrait derrière. Elle couchait un sac de couchage près de ma voiture. C'était devenu surréaliste, quoi. Et puis, un jour, dans la minuterie, s'arrête dans mon garage. On est dans l'obscurité. Je sens une main qui était celle de cette jeune fille qui n'était pas dans son état normal, apparemment. Et là, j'ai pris peur. Et j'ai donc appelé mon frère qui était toubib à l'époque déjà, qui m'a dit, mais tu sais, il y a des spécialistes de ça, psychiatres. Alors j'ai demandé, et elle a été voir quelqu'un, Oui. Non mais, un spécialiste de l'érotomanie. un jour, elle vous a sauté dessus dans le parking. Mais attendez, bien c'est sûr, Oui. absolument. Mais surtout, le médecin me dit, mais vous savez, elle est tout à fait normale, la crise est passée. Et je découvre que c'est une fille brillante, qui faisait études à la fac de Lille, très brillante. Et puis, elle s'est excusée après, elle dit voilà, la crise était passée. Sauf que, plus de nouvelles pendant des années, et puis un jour, je reçois une lettre. Ah, le retour. Elle me dit ça y est, je suis guéri, je suis absolument désolé de vous avoir importuné, je m'excuse auprès de vos proches et de vos voisins de palier. Venez faire de la guitare dans la position que vous imaginez. Et puis, elle me rassure en disant, voilà, je vais bien, je suis amoureuse. Elle m'envoie une photo amoureuse d'un très bel homme, avec un black magnifique. Et puis, voilà, et puis la dernière lettre que j'ai reçue était un peu inquiétante, parce qu'elle me dit, voilà, je suis malheureuse avec cet homme que j'aime beaucoup, parce qu'il m'a attaché au radiateur. Je dis, tiens, là, il y a une rechute. Voilà, des anecdotes comme ça. Non, mais qu'elle vous agresse dans le parking et vous cassez vos lunettes. Hein. Oui, bah oui, c'est dans l'obscurité, comme je dis, quand la minuterie s'éteint. Donc j'avais pris peur et en même temps, je trouvais ça touchant. Mais des anecdotes comme ça, tous les chanteurs, les hommes de télévision peut-être pas, mais tous les chanteurs pourront vous raconter qu'ils ont eu des fans qui étaient un peu trop proches. Claude François, n'en parlons pas, mais même Johnny. Mais Claude François, c'est fou, quoi. C'est vrai que Claude François, un jour, des fans sont venus chez lui, sont passés par le toit, ont cassé la vitre. Mais Claude, c'était... Il y a 2 ou 3 chanteurs comme ça qui ont provoqué des crises de folie de fans. Il y a Claude François, bien sûr. Bruel, à l'époque de la Bruel Mania. C'est passé. Mais la Bruel Mania, c'était colossal. Alors maintenant, il a touché tous les publics, Patrick. Mais il s'en souvient. Patrick, vous ne pouvez pas sortir aux Champs-Élysées. Voilà, vous imaginez Presley aux États-Unis. Donc, dans toutes les époques de la vie artistique, il y a eu ça. Il y a même des politiques, hein, des politiques qui sont des séducteurs et qui ont des fans inconditionnels. Ouais. On va entendre une chanson d'une voix que vous aimez, c'est Jean Ferrat. Il est resté fidèle, Jean Ferrat. C'est quelle chanson? Ouais. C'est « Tu aurais pu vivre encore un peu ». Ouais. Je dis ça parce que ce sont les mots que vous avez dit le soir de la mort de Johnny. Ouais. Vous avez dit « On pleure, Michel ». Vous avez dit « Johnny, tu aurais pu vivre encore un peu » et vous pleurez évidemment. Ouais. Elle est belle cette chanson. Ouais. Quand Johnny est mort, vous savez, comme je suis un des plus anciens de ce métier, à chaque fois que nos idoles nous ont quittés brutalement, on m'a souvent demandé de leur rendre hommage. France Gall, Michel Berger. Et à chaque fois, j'ai dit, moi, je veux bien demander si la famille le souhaite. Et puis pour Johnny, on se connaissait tellement qu'on m'a dit, c'est Michel qui va faire ça. Donc j'ai fait l'hommage à Johnny quelques jours avant sa mort, depuis le plateau d'Anne-Sophie Lapix au journal de 20h, debout, sans prompteur parce que je ne suis pas un homme de prompteur, sans texte d'auteur parce que je préfère improviser. Et j'ai rendu hommage à Johnny. Ça fait bien de m'en parler parce que ça reste un souvenir auquel je pense souvent, très très souvent. C'est la seule fois où ma gorge s'est nouée et j'ai pas pu terminer une phrase. C'était à la fin de 2 heures
où j'avais raconté mon Johnny à moi. Et il y avait une lettre que Laetitia, sa jeune épouse, lisait. Elle s'adressait à lui. Et pendant que j'écoutais la voix de Laetitia qui parlait de Johnny, et j'ai des souvenirs qui sont venus. Des flashbacks rapides de quelques secondes de mes souvenirs avec Johnny, l'hélicoptère, le Stade de France. Enfin, j'ai tellement de souvenirs avec lui. Et puis j'ai dit au revoir et je sens que le sanglot va m'étrangler, si j'ose dire. Et je lui dis, tu aurais pu vivre encore un peu, salut mon pote. Et j'étais très très mal, je me suis même pas rendu compte. C'est quand je suis rentré chez moi que j'ai vu le nombre de messages, que je me suis rendu compte que j'avais craqué. Mais les gens qui aimaient Johnny et le public, ils l'ont compris. Parce que je suis sûr qu'il y avait beaucoup de gens en pleurs devant leur écran de télévision aussi. Quand vous avez eu 45 ans, Michel, vous avez un patron de télé, il s'appelait Guillaume, qui vous a dit « mais vous êtes un has-been, Oui. vous avez 45 ans Oui. Hein. Quand vous avez été malade, ces derniers temps, vous dites qu'il y a eu des producteurs qui sont allés voir à France Télévisions, dire est-ce qu'on peut su prendre ça, la place oui. Ouais. Bon, alors Il y a ça aussi. Oui, il y a Ouais. ça. Il y a ça parce qu'on ne fait pas une carrière sans des creux de vague, des grandes angoisses. On aurait dû commencer par là. On ne peut pas faire ce métier si on n'a pas le stress. Alors j'ai le coutume de dire, comme je suis fils et frère de médecin, qu'il y a le bon et le mauvais stress, comme il y a le bon et le mauvais cholestérol. Mais c'est vrai qu'au début c'était douloureux, puis finalement j'ai réussi pas trop mal. Et ma grande fierté à l'époque, c'était Champs-Élysées. Bon, et au bout de 7-8 ans de Champs-Élysées, j'avais l'impression que les gens avaient un vrai rendez-vous avec moi le samedi soir. Tout le monde m'en parle encore de ce générique hein, de Jean-Claude Petit et Jean-Pierre Bourter. Mais il y a un des patrons à l'époque, conseillé sans doute par quelqu'un de pas très bienveillant, qui trouvait qu'il fallait faire jeune. Il fallait déjà faire jeune à l'époque. Hein. Oui. Je vous dis, former un jeune là, Oui, pour vous remplacer. Et Philippe Guillaume, paix à son âme, Philippe Guillaume, qui était le patron, m'avait dit, il y avait des jeunes à la maison, pour parler de mon avenir, je préférais le voir en tête à tête chez moi. Parce que vous savez, le mois de février, mars, avril, pour un homme de télévision qui est un producteur, c'est là où on se dit, bon, maintenant on appelle ça le mercato. Non mais déjà on se disait, bon, est-ce qu'on continue l'année prochaine? Et puis lui me dit chez moi, écoutez, je vais être franc avec vous. Vous êtes un homme du passé, Drucker. L'avenir de la télé ne passera pas par vous, ni par Pivot, ni par Martin. Il avait du pif. Hein. Bon. Et donc, et je comprends que je virerai. Ou plus exactement, que l'émission va s'arrêter. Donc je suis KO debout. Quelqu'un qui vous dit, alors vous avez 45 ans, hein, j'en ai 40 de plus, et que vous êtes un homme du passé, si vous êtes angoissé, si vous avez des doutes, ce qui m'accompagne tout le temps, le doute et l'angoisse, je me suis dit, il a peut-être raison. Il a peut-être raison. Je suis peut-être has-been, je suis peut-être démodé, je ne le sais pas. Et c'est là une séquence où ma femme, qui n'était pas au déjeuner, qui venait pour le café, qui a entendu ça. Elle a entendu ça, c'est une scène de film. J'aime le rappeler, ça. Elle entend pour ça. Parce que ma femme ne venait pas assister à ce déjeuner, elle m'a dit, je viendrai pour le café. C'est un déjeuner professionnel. Et là, elle entend. Vous êtes un homme du passé. Donc elle dit, il est en train de le traiter d'has-been. Elle rentre. Elle remet sa frange dans l'ordre. Et elle arrive avec les cafés. Elle dit, monsieur le directeur, ah, Dany, ça va, je suis tellement content de vous connaître. Je suis la femme du has-been. 2 sucres, et elle est partie. Ouais. Et c'est une scène qui m'a marqué. Je prenais l'avion. J'allais rejoindre Depardieu aux États-Unis, car on faisait Champs-Élysées aux États-Unis. Et lui allait faire les repérages de Green Card, de son premier film américain. Et puis, je suis KO. Quoi. Il me raccompagne à l'ascenseur, le patron. Il voit que je suis décomposé. Décomposé. Il me dit, ma carrière est terminée, qu'est-ce que je vais faire de mes équipes? Enfin, Champs-Élysées, c'était pas une petite émission quand même, ça a marqué ma vie. Et donc, oh, écoutez, j'ai été maladroit, cher Michel. J'étais maladroit. Oubliez ce que je vais dire. Vous savez ce que vous allez faire? Vous continuez Champs-Élysées encore pendant quelques jours, mais vous formez un jeune. C'était terrible. Je suis parti comme ça, et j'allais rejoindre Gérard Depardieu. On allait tourner à New York, et il allait rencontrer Peter Weir
pour son film Green Card. Il me voit décomposer. Il dit qu'est-ce que c'est, ben, je viens de me faire virer. Qu'est-ce que c'est, je dis, ah. Puis qu'est-ce que c'est, ben, il m'a dit que c'était un has-been. Quoi. Tu n'as pas filé un coup de boule? J'ai dit, non, Gérard, un coup de boule. Et Gérard, pour la petite histoire, il a téléphoné à l'époque à l'entourage de M. Bouygues. Hein, c'était Dominique Cancien, je me souviens. Pour dire, voilà, le petit Drucker, il va être viré. Et donc, Oui. ben, je suis parti. Mais aujourd'hui, Michel. Je suis parti dans le privé pour 5 ans. Ouais, mais aujourd'hui, vous êtes vendu avec le Poste. Ça, c'est Ah, ça, ce sont c'est- deux jeunes filles qui m'ont dit. Vous avez Vous raison êtes d'en une parler parce que. institution, Michel. Ouais, non, parce que vous avez raison de m'en parler parce que ça aurait presque été le titre d'un livre, c'est Oui. vendu avec le Poste. Parce que bon, dans mon métier, quand on fait un métier aussi public, la télévision, on rencontre toutes sortes de gens. Et moi, j'aime bien leur parler, j'aime bien tout savoir, etc. Puis je monte dans le train qui m'amène à Avignon. Vous êtes de Montélimar. Oui. Bon, donc vous connaissez la ligne. Hein. Oui. Donc Paris, Avignon. Et puis à Marseille, notre TGV que vous connaissez, après il va à Marseille. Toulon-Marseille, donc je monte dans le train, etc. Et il y avait 2 jeunes filles. À Marseille, on appelle ça les cagoles. Hein, pas froid aux yeux. 2 jeunes filles, même légèrement vêtues, elles avaient l'air nues, mais avec un chewing-gum, avec des cheveux jaunes et un téléphone rose. Enfin, deux nanas absolument incroyables, très drôles, avec un langage très fleuri, très cinématographique. Et bon, et elle voit en s'asseyant ma tête sur un magazine de la SNCF. À l'époque, vous savez, un magazine à la SNCF qu'on avait dans le train, avec en couverture, c'était moi. Non, c'est pas moi, c'était Oui. De Chavannes. C'était De Chavannes ou Arthur, l'un des deux. Il dit, ah, regarde. Non, c'était De Chavannes. De Chavannes. Toute notre jeunesse. Elle m'avait reconnu. Hein. Et moi, j'entends De Chavannes, toute notre jeunesse. Je dis, et moi, je suis quoi, là? C'est les pyramides, là. C'est tout en Camon. Ça m'avait beaucoup troublé. Et avant de descendre à Avignon, elle continuait. Je dis, voilà, je vous ai entendu dire que De Chavannes, c'était toute votre jeunesse à la gare de Lyon, mais moi, je suis quoi? Ah, vous, c'est différent. C'est différent. Vous êtes vendu avec le Poste. Et ça m'a marqué, cette conversation-là. Et c'est ça aussi notre métier. Notre métier, c'est ça, c'est des rencontres surprenantes. Vous savez, Coluche, Audiard, Jean-Yann, tous ces grands auteurs qu'on a connus, ils ont beaucoup écouté parler les gens, hein, les brefs de comptoir. Oui, mais vous êtes éternel, Michel. Vous dites, il y a une blague aussi qui dit que l'avenir de la planète est en danger. Dans quel état on va laisser la planète à Michel Drucker? Voilà. Moi, j'aime bien sur les réseaux sociaux voir les caricatures qu'on fait. De temps en temps, on mettait en reine d'Angleterre. Oui. Il y a pas longtemps, on vous voyait jeune avec la reine Angleterre bébé sur les genoux. Oui. Puis il n'y a pas longtemps, on m'a mis en pape également. Ah oui. Avec une fumée qui sortait pas. Non, mais c'est touchant cet amour du public, Michel. Ben oui. Parce qu'il est là, l'amour du public. Aujourd'hui, vous avez droit à Télérama, vous avez droit à toute la presse sérieuse. À Libé. À Libé. Ma mère adorait ces journaux, alors j'ai fait aussi pour eux. Parce que voilà, mais je pense, enfin vous l'avez vu ce que j'ai dit dans le livre, je ne peux pas parler de ce livre sans parler d'abord de Nathan Devers, qui a fait une préface éblouissante, qui est un normalien, philosophe, grand auteur, très jeune, il a 27 ans. Je l'ai rencontré à la télévision, et puis on a eu un coup de foudre amical, et il a accepté de faire la préface. Et c'est vrai que ce livre, je l'ai dédié à ma petite fille. Mais en le faisant, j'ai beaucoup pensé à mon frère Jean. Ouais. Et Jean m'avait dit une chose assez extraordinaire. Mon frère Jean, qui était un être magnifique. Si vous allez dans mon bureau, vous verrez, il y a un grand portrait de lui. Et c'est l'homme qui me manque le plus. C'était mon héros, voilà. Et il est mort à 62 ans. C'était le papa de Jean Drucker, voilà. C'est lui qui a créé M6. C'était un énarque très brillant, qui avait tout, l'élégance, l'intelligence, le charme, tout. Et puis voilà, il est mort dans des conditions tragiques, avec une crise d'asthme fulgurante, il y a maintenant 23 ans à peu près. Oui, 22 ou 23 ans. Et lui m'avait dit, ce livre, j'espère que là où il va le lire, il m'avait dit, tu sais, l'audience c'est bien, mais l'image c'est mieux. Il m'a dit, c'est l'image qui fait durer, puisqu'on parle avec le temps. Parce que le jour
ou le téléspectateur qui sont forcément infidèles, il y a une telle concurrence maintenant, te quitte. Si tu n'as pas une image pour te tenir, il reste quoi? Il reste rien. Alors ça peut paraître étrange ce que je vous dis, mais quand les jeunes viennent me voir, je dis, ne faites pas, les Québécois appellent ça la cote d'écoute, ne faites pas une trop grosse audience. Faites une bonne audience, régulière, mais sur 10 ans, sur 20 ans, sur 30 ans, moi c'est depuis 62 ans. Mais ne soyez pas l'animateur d'une saison, l'animateur d'une émission, l'animateur d'une époque, parce que ça va vite. Soyez pas à la mode. Je crois que la grande chance que j'ai, c'est d'être démodé. C'est ça. J'ai été démodé très tôt. Ouais, J'étais vieux très tôt. Sans le savoir. Vous aimiez les vieux, d'ailleurs, vous dites au début. Mais Zitron, un mot quand même, parce que c'est vrai que c'était l'exemple de dire, voilà, ce géant de la télévision, vous l'avez vu à la fin, il faisait des commentaires en cabine, Oui, il c'est n'était vrai. plus rien, et c'était un modèle. C'est ça aussi, la peur de tomber, Ouais. la peur de ne plus être populaire, Mais la peur peur de ne plus avoir sa cam, cette addiction, c'est une addiction notre métier. Oui. J'en suis parfaitement conscient. C'est être aimé, c'est quoi derrière tout C'est ça? un métier fabuleux. Qu'on soit derrière les caméras ou devant les caméras, qu'on soit technicien, qu'on soit patron, c'est autre chose, mais qu'on soit sur le terrain. Moi, les plateaux, c'est ça ce qui m'intéresse. Et rencontrer les téléspectateurs dans la rue, ou dans les taxis, ou dans les transports en commun, ou sur les aéroports. Mais c'est une addiction. Le goût des autres, c'est une addiction. Aimer les gens, ça vous transporte. Surtout si vous le renvoie, ça. Si le public vous renvoie sa tendresse, cette affection, c'est à côté bouleversant. Le seul problème, c'est la fin de mon livre. Ouais. Et alors, et quand ça s'arrête, on fait Ouais, quoi? ne pas faire l'émission de trop. Voilà. Ça, c'est là aussi. Moi qui étais reporter sportif, pas faire le combat de trop, le match de trop. Alors, moi en ce moment, je suis partagé entre la chanson de Dalida, Mourir sur scène, ou Laissez-moi danser, qu'on a entendu tout l'été dernier. On entend en boucle, Laissez-moi danser. Lorsque son frère a eu l'idée de lui faire enregistrer tous ses tubes en disco. Donc pour moi, voilà, je suis entre les deux chansons. Laissez-moi danser, laissez-moi continuer à danser, sinon je vais mourir sur scène. Parce que j'ai pas la réponse. Je n'ai pas la réponse. Alors pour me raccrocher à cette passion, je me dis qu'Hugo Frey aura 96 ans au mois d'août. Il chante. Qu'il y a encore beaucoup... Charles Trenet a chanté jusqu'à 85 ans. Il y a encore des gens qui ont plus de 80 ans et c'est pas du tout être vieux aujourd'hui. Maintenant, voilà. Et puis en plus, miraculeusement, je me suis sorti, à ma grande surprise, d'un mauvais coup, puisque j'ai été opéré 2 fois à cœur ouvert. Donc avec un pronostic vraiment difficile. Et je suis là. Donc chaque jour qui passe, c'est un cadeau de la vie. J'ai fait des choses que j'aurais jamais dû faire. C'était un rêve. Jamais j'aurais dû faire ça. Lelouch, qui a 88 ans, qui commence encore un film, qui est un de mes bons amis, me dit toujours, tu sais, les plus belles années d'une vie sont celles qu'on n'a pas encore vécues. Alors profite. Donc aujourd'hui, c'est encore un jour bien. D'abord, je suis venu à TV5, Ouais. une maison que j'aime bien. C'est grâce à TV5 si on me connaît un peu partout dans le monde. Voilà. Et donc, voilà, je me dis, je me raccroche à la bonne surprise du jour. Mais il n'empêche quand même, tout ça est un peu paradoxal, que je suis nostalgique, le devoir de mémoire, c'est très important. C'est très important de se souvenir de Brel, de Brassens, de Bécaud, de Jaïe Villeray, de tous ces gens qui nous ont quittés. Parce que le drame de tout ça, c'est que faire une carrière très exceptionnellement longue, c'est ce qui m'arrive. Le problème, c'est que tous mes amis, ou en tout cas tous mes copains, tous ces artistes, j'en suis la 3e génération d'artistes et téléspectateurs, beaucoup sont plus là. Ils sont plus là. Beaucoup sont plus là. Regardez, Labro, l'immense Philippe Labro, il vient de nous quitter. Il n'y a pas une semaine, Nicole Croisy. On parle de Lelouch, on ne peut pas parler des films de Lelouch sans Nicole Croisy, les Francis Lay. Ils sont partis. Et à une vitesse phénoménale. Et même ceux qui sont encore vivants, mais qui ont pris leur retraite. Ça, c'est l'ancien reporter sportif qui vous parle. Quand on a vu les adieux de Raphaël Nadal, avec ses anciens rivaux, avec Federer,
avec Djokovic. Tout le monde était là. Andy Murray. On était bouleversés. Pas moins de 3 semaines après, le monde est bouleversé par Sinner et par Alcaraz. Ouais. On a déjà presque oublié. Oui. Nadal, presque oublié. Et Djoko s'accroche. Pas pour longtemps. À mon avis, il va faire Wimbledon et puis il va partir. 38 ans, c'est phénoménal. Et maintenant, tous les gosses demandent le maillot ou la raquette de Sinner ou d'Alcaraz. Et en foot, pareil. Il y a déjà l'après Mbappé. Mbappé, il a 25-26 ans. Il y a maintenant... Ouais. Il y a un môme qui a un pied gauche incroyable au Barça, qui est prodigieux. Doué en équipe de France, il porte bien son nom. Donc jamais d'adieu, Michel. Jamais. Comme le chantait Aznavour, d'ailleurs. Je ne ferai jamais mes adieux, il disait. Hein. Ben non. Mais pourtant, Charles, je lui avais préparé ses adieux. Il voulait faire un concert à 100 ans. Il aurait pu chanter jusqu'à 100 ans s'il n'avait pas eu ce pépin de santé, parce qu'il il voyageait trop, et à 93, 14 ans, les décalages horaires, les jet lags, ça fait du mal. Mais 100 ans, et il m'avait dit, Charles, Michel, qu'est-ce que je fais pour mes 100 ans? Je dis, enfin, un gala exceptionnel, Charles. Il était mon voisin en Provence. Vous avez une proposition à me faire? Je dis, oui, non, pas la Tour Eiffel, là. C'est trop vu. Le Stade de France, non, c'est trop vu. Autre chose, je sais pas, en plein air, pas mal. Je dis, j'ai une idée. Place de la Concorde. Vous pouvez en mettre, regardez les Jeux Olympiques. Ça sera noir de monde sur les quais. Et puis on va mettre, et vous allez chanter sur une scène qui est là où arrive le Tour de France. Et Charles me disait, avec l'Arc de Triomphe derrière? Bien sûr, ils sont derrière. Hein. Et moi je vous présente ça pour vos 100 ans. Et il y croyait. Et il avait dit d'accord. Ça aurait été extraordinaire. Ouais. On aurait terminé tous les deux notre carrière. À 100 ans. Écoutez cette musique qui retentit. Allez, c'est Champs-Élysées. Ça continue, ça continuera toujours. La musique est là. Et puis derrière, il y a Michel qui arrive. Elle n'est pas démodée, hein. Avec son beau costume. Champs-Élysées, Hein, c'est pas démodé, hein. qui va, Cette musique, quand même. Merci, et qui va nous annoncer les chanteurs qu'on aime, la vie, les films, toute la vie. Michel, Ouais. c'est vous ça. Ça continuera toujours J'espère. avec le temps. Avec le temps. Ouais. Mais oui, c'est... De temps en temps, je me dis, quand le pronostic vital était engagé à l'hôpital, je me suis dit, j'y passe. J'ai retrouvé tous mes copains là-haut. Ouais, on va faire un Champs-Élysées là-haut. Ça va être formidable. Et il y aura Dassin, il y aura Clo-Clo, et il y aura Brel, et il y aura Brassens, il y aura tout le monde. Et je me faisais dans ma tête un cinéma là-haut. Voilà, et il y aura Guy Lux, bien sûr. Voilà, il y aura tous mes copains, il y aura Tchernia. Il y a toute l'histoire de la télévision, on sera tous là. Voilà. Et on dira, ça va en bas? Michel Drucker avec le temps. Les amitiés, l'amour du public. C'était exceptionnel, Michel, de vous avoir. C'est chez Albin Michel, ce livre formidable. Merci de m'avoir Merci, reçu. merci Et je Michel. salue vos téléspectateurs. Ouais. Moi, mes premiers téléspectateurs, loin de Paris, c'était sur TV5, mais c'était Canal 99. CFFQ Canal 99. Voilà. On va se brancher. Voilà, mais c'était il y a très 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 longtemps. Voilà. Michel Drucker. Merci de m'avoir Merci. reçu si gentiment. Et je salue mes téléspectateurs du bout du monde et de leur fidélité.